avec Yann, on y est sensible dans un premier temps, hein, c'est mieux d'être sensible à un sujet concret. Et cette sensibilité, elle nous vient, puisque à la fois sur le Pôle Espoir, on travaille avec une psychologue, et au cours de notre collaboration avec la psychologue, c'est bien de s'occuper des enfants, mais c'est aussi bien de s'occuper de l'encadrement. Donc les premières années, donc ça fait à peu près 10 ans qu'on travaille avec elle. Les premières années, elle est venue nous voir à l'entraînement et bon, elle nous a fait remarquer quand même que dans notre façon d'accompagner les jeunes, eh ben, on avait des progrès à faire aussi. Donc on a travaillé autour de ça, donc avec Virginie Della Costa, la psychologue, qui a son cabinet à Chalaiseau d'ailleurs. Si jamais un jour vous voulez bosser avec quelqu'un, c'est quelqu'un de très bien. Et donc, bon, c'est quelque chose qui nous a trotté un petit peu dans la tête. Et avec elle, on a eu la chance, il y a 2 ans, maintenant, ça passe, d'aller au Barça et de passer 5 jours à Barcelone à la section basket. Et on a pris quelque part un vrai coup de pied au derrière. De par la façon dont les entraîneurs étaient avec les jeunes. Donc, et les jeunes, ça va des toutes petites catégories. Donc là, en l'occurrence, au Barça, c'est de moins de 13 ans, jusqu'à leur équipe espoir là, qui joue en LEB. Et donc, au cours des interviews qu'on a pu faire avec eux, bon, ils nous ont dit un certain nombre de choses et qui effectivement étaient tournées sur les attitudes pédagogiques et la façon dont ils accompagnaient les jeunes. Et bon, ben, tout ça nous a interpellés. Et puis quand on allait voir effectivement les rencontres, donc on est allé à Badalone sur un après-midi où on a eu peut-être une dizaine de matchs, ben, effectivement on s'est aperçu qu'il y avait une vraie démarche pédagogique qui allait dans le sens de l'accompagnement du jeune et pas comme on a l'habitude de le voir nous sur nos terrains, c'est-à-dire beaucoup de réprimandes, beaucoup de choses qui sont tournées vers des interventions plutôt négatives. Et aujourd'hui, même dans le système scolaire, puisqu'on a toujours un héritage, on véhicule tout un tas de choses qui ne permettent pas de valoriser ce que fait le jeune joueur, mais au contraire, on a tendance parfois à rabaisser aussi sa performance. Donc l'idée ce matin, c'est en 1 heure, c'est assez court, c'est déjà de vous mettre à contribution sur ce que c'est pour vous la posture de l'entraîneur. Donc ma première question, elle est tournée pour vous, c'est quelles sont pour vous les bonnes postures de l'entraîneur? Allez-y, hein, on n'est pas là pour faire de la langue de bois. Selon vous, quelles sont les postures à avoir quand on est en situation d'entraîneur? Savoir dire quand c'est bien et dire quand c'est mal. Donc effectivement, savoir dire quand c'est bien et quand c'est mal. On verra après, hein, il y a aussi une façon de dire que effectivement, ce qui a été fait n'est pas en relation avec nos attentes. Mais effectivement, on va le voir aussi, c'est la capacité à renvoyer, donc faire un feedback aux jeunes joueurs quand ce qui lui a été demandé a été bien exécuté, et s'il l'a mal exécuté, lui renvoyer aussi. Mais là aussi, on a dans nos pratiques à changer un petit peu nos habitudes d'intervention. D'autres choses? Vous avez plein de connaissances, vous avez sûrement plus de connaissances, vous tous réunis, que la plupart des techniciens. Quand vous entraînez, est-ce que vous avez réfléchi à la posture d'entraîneur? Et quand vous intervenez, qu'est-ce que vous mettez en avant? Je ne vais pas vous interroger quand même. Pour moi, un entraîneur, il doit être disponible. Ouais, disponible. C'est-à-dire ne serait-ce que sur le faciès. Ouais. Parfois, on va expliquer quelque chose aux jeunes, on va dire.
ils ont souvent un peu peur de poser la question, ils n'ont pas compris. Alors c'est sûr que si on est visage fermé, après il y a des gens qui sont comme ça, hein, c'est pas toujours très propice au questionnement. Mais dans un autre contexte, j'entends par disponible, ne serait-ce qu'être souriant et ouvert, parce qu'il faut de l'interaction avec ces joueurs. Sinon, je pense qu'on n'avance pas trop. On verra hein, dans la formalisation, effectivement, son comportement, ce que les anglo-saxons appellent le body language, c'est-à-dire que l'image que l'on renvoie aux jeunes doit être quelque chose de propice. Effectivement, vous allez voir que le visage, il faut qu'il, dans la mesure du possible, il doit être accueillant, doit être aussi serein, puisque ça amène aussi beaucoup de confiance. Mais effectivement, c'est une très bonne remarque. Donc, la façon dont on est à l'entraînement, on a longtemps été dans une culture un petit peu militaire, mais c'est aussi notre discipline hein, qui veut ça. Et on a ici, en tout cas dans les Alpes, on a eu une culture. Alors, je regarde Gilles Asdine parce qu'ils connaissent bien cette personne qui a amené cette discipline au sein de l'île des Alpes qui nous a poursuivis. Ça a été bien pour notre discipline. Mais effectivement, aujourd'hui, la tendance est à l'exigence et pas à la discipline à outrance, où effectivement on va beaucoup réprimander, où on va beaucoup sanctionner, mais on va effectivement essayer de plus s'accompagner, même si on va voir que sur un plan pédagogique, il y a toujours, on atteint l'objectif ou on ne l'atteint pas, et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? D'autres choses, d'autres remarques? Le respect. Le respect. Alors, on va plus loin, c'est-à-dire comment on l'envisage? Les attitudes qu'on peut avoir, le terme d'échange, le degré de décibel, l'image qu'on donne de soi et des autres, de l'équipe, l'interaction qu'on peut avoir avec l'arbitre. Il ne faut pas demander à des gamins de respecter l'arbitrage si soi-même on le poudre Tout le temps. Voire plus. La notion de respect, dans le jeu, si on ne veut pas tomber dans la caricature du footballeur où on entend des noms d'oiseaux sur tous les terrains du monde, ça passe par notre discours à nous, notre format de discours auprès des ados qui sont très à l'écoute de comment l'adulte référent va se comporter. Tout à fait. Donc ça, effectivement, la notion de respect, elle est primordiale dans tout ce qui est voie de communication. C'est-à-dire que dès l'instant où cette notion-là n'est pas présente, ça va être difficile de communiquer. Et la communication, on fait un sport collectif. Et puis les acteurs, ils sont multiples. C'est-à-dire que c'est, comme tu l'as dit, il y a les joueurs, il y a les entraîneurs, il y a les arbitres, mais il y a aussi les parents et les spectateurs. Vous verrez, l'intervention va être jalonnée de petites anecdotes, mais la tendance quand même aujourd'hui du basket, on va l'appeler moderne, c'est quand même de beaucoup laisser jouer. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes, et nous, entraîneurs, on a du mal à accepter qu'il y ait quand même un certain nombre de contacts maintenant qui se jouent chez les jeunes. Donc on est les premiers effectivement à devoir respecter cette évolution, mais à essayer aussi respecter les personnes qui arbitrent. Une petite parenthèse, sachant que ces personnes-là, en tout cas au niveau de la Ligue, sont de moins en moins nombreuses, donc si on veut garder un basket qui soit quand même organisé, il va falloir que nous aussi on fasse un effort, puisque, comme tu le disais, on est aussi souvent les détonateurs de ce qui peut se passer sur le terrain. Et puis également, les parents. Alors, je vous donne un exemple. Je suis allé voir un match U13 Région, et ça se passait très bien. Les arbitres ont eu la bonne attitude de laisser jouer et de siffler que les évidences. Sauf que quand on les jouait, il y a plus de contacts que d'habitude. Et les parents ont commencé à manifester dans les tribunes leur mécontentement par rapport au fait qu'ils laissaient beaucoup trop jouer. Je vous le donne en mille, qu'est-ce qui s'est passé après? Ça a été relayé par l'entraîneur et ça a été relayé sur le terrain par rapport à des attitudes hyper négatives de la part de certains joueurs qui déjà parfois manquent de sérénité, et du coup
ça a déclenché tout un tas de gestes, de désapprobation, de frustration, ainsi de suite. Donc c'est vrai que le respect, c'est quelque chose d'hyper important, mais nous, on doit aussi être capable de rester serein et de renvoyer l'image hyper positive dans son discours, dans son comportement, à la fois quand on entraîne, mais à la fois aussi quand on coach, puisque c'est les deux parties principales de l'activité d'entraînement. Je vous donne un autre exemple. Cet été, alors c'est un autre niveau, mais ça reflète un petit peu, ça va illustrer un peu ce que vient de vous dire notre collègue. C'est championnat d'Europe, quart de finale, en filles, en moins de 18 ans. L'entraîneur s'est tourné constamment vers l'arbitre. Constamment. Donc c'était l'entraîneur de la Slovénie. En plus c'était en Slovénie, donc une forme de pression. Et il en a oublié de coacher son équipe. Et pire que ça, c'est qu'il a renvoyé toute sa frustration et son stress à ses joueuses. Donc jusqu'à un moment où il reste 2 minutes, la Slovénie est menée de 4 points par les Russes. Et donc elles mettent un panier à 3 points, elles défendent tout terrain, il y a une faute en zone arrière. Et c'est la 5e faute d'une de ses meilleures joueuses. Tellement ancrée dans la frustration qu'elle fait un mauvais geste. Donc faute, 2 minutes de la fin, ça donne déjà de lancer franc, mauvais geste. Donc l'arbitre met une faute technique. Et tellement qu'elle voyait que le match allait leur échapper, elle est venue, j'ai jamais vu ça, elle a poussé l'arbitre. L'arbitre turc, qui était à proximité, est arrivé, boum, faute disqualifiante. Donc les conséquences sur le match, elles sont énormes. Mais plus que ça, vous voyez le rôle, donc le public était hostile, l'entraîneur n'était pas serein et manquait de respect à bien des égards sur son match. Et au final, un match qu'elles auraient pu disputer au moins jusqu'à la fin, a basculé, puisque ça a fait 5 ou 6 lancers francs, plus la balle aux Russes terminée. Donc effectivement, le respect, c'est primordial. On va en reparler. D'autres choses ? Vous, quand vous entraînez, qu'est-ce que vous essayez de mettre en avant ? Expliquer les choses. Ouais. Expliquer ce qu'on fait, à quoi on veut aboutir, etc. Tout à fait. Alors comment ça se traduit pour toi ? C'est-à-dire que quand tu mets en place une situation, tu expliques... Ouais, je vais expliquer un petit peu comment ça, les effets bénéfiques que ça peut avoir, pourquoi on travaille là-dessus, etc. Arriver à avoir un sens à l'entraînement, on va faire... Donc on va voir qu'effectivement, donner du sens à ce que l'on fait et donner du sens à ce que font nos joueurs, c'est important. C'est-à-dire que faire un départ croisé, faire un départ direct, ou défendre fermé à ce moment-là, ou se positionner en aide à ce moment-là, il faut que le joueur il sache pourquoi il fait ça. D'accord ? Et effectivement, donner du sens, et ça va passer aussi par un questionnement, pour savoir si le jeune joueur et la jeune joueuse, ils ont compris ce qu'ils faisaient, et donc ils ont compris les objectifs et pourquoi ils faisaient les choses. D'accord ? Parce que souvent, on attribue une mauvaise réaction de son joueur au fait qu'il ne comprend rien, ainsi de suite. Mais s'il ne comprend rien, c'est peut-être aussi de votre faute qu'il ne lui avait pas donné suffisamment d'éléments pour qu'il comprenne et qu'il identifie la situation à un moment donné. Donc effectivement, donner du sens, c'est quelque chose de très très important. Autre chose ? Moi, je suis plus sur le fait de présenter la séance en début de séance pour que les gamins comprennent la trame, et après essayer d'éviter les explications et les laisser trouver eux-mêmes les solutions. Ouais. Sur l'exercice, naturellement, soit verbalement, ils vont comprendre ce qu'ils font, soit après sur le terrain, ils vont comprendre. Comme ça, je gagne du temps sur le fait de parler, parce qu'il y a tout le monde qui ne comprend pas forcément, et puis après on joue. Donc effectivement, bien préciser l'objectif de la séance. Donc ça fait partie de la présentation. Alors vous allez dire, ouais, mais on est des entraîneurs expérimentés, et j'en suis convaincu. Hein. C'est bien de remettre les choses en perspective aussi. Mais effectivement, présenter sa séance, les objectifs de la séance,
Et puis après, derrière, plus dans le fait d'accompagner, c'est ça, hein, tu disais. C'est-à-dire que je présente la séance qu'on va travailler de façon très large, et après il peut y avoir plein de choses qui peuvent se travailler là-dedans, donc c'est aux gamins de comprendre ce qu'ils font, ou moi d'essayer de leur faire comprendre. Donc oui, alors, mon passé universitaire, hein, on appelait ça la pédagogie de la découverte, hein, c'est-à-dire qu'on fait découvrir la situation, et le jeune va essayer d'avoir des remédiations qui, par rapport à son patrimoine, on va dire, de joueurs de basket, mais aussi d'individus. Donc, et effectivement, on est moins dans une pédagogie où on intervient beaucoup, et ça c'est important aujourd'hui. C'est vrai que nous, en Espagne, quand on est allé voir les entraîneurs, c'est des gens qui laissent beaucoup faire les choses. C'est-à-dire que même une erreur technique, même une situation qui est mal jouée, ils laissent faire. Parce qu'ils disent que, de toute façon, le jeu, en plus, vous imaginez le jeu espagnol en jeune, ça court beaucoup, il y a beaucoup de prise de risques. Et donc, forcément, quand on prend des risques, on fait des erreurs. Donc, ils sont effectivement plus dans l'accompagnement et l'encouragement de cette prise de risque que dans la réprimande. Et t'as vu ta passe, et c'est quoi cette passe pourrie, et ce shoot il est trop rapide, il y avait personne au rond. Non, ils sont vraiment dans l'encouragement. Donc on a vu un match, c'était des U15. Il y avait un meneur de jeu à Badalone qui était assez extraordinaire. Et le gamin, il faisait des passes, mais nous, par rapport à notre référentiel technique, c'était du n'importe quoi. Par rapport à ce que nous, notre cadre de référence, c'était vraiment ça. Donc le gamin, par exemple, le ballon il rebondit face à lui, il prend la balle, et puis il va la jeter en arrière comme ça, et puis le ballon sort en touche. Nous, tout de suite, on s'est tourné vers l'entraîneur, on va dire, bon, il va faire changement, en lui disant, non, taper dans ses mains, en lui disant, c'est bien, continuez, allez, on y va, on continue. Ils ont vraiment encouragé cette prise de risque. Donc, c'est vraiment une autre approche, et c'est vrai que nous, on a eu tendance, souvent, à être plutôt dans une pédagogie qui est plus directive, où on a un modèle, et dès qu'on sort ce modèle, ben non, le pied il n'est pas là, la passe elle doit être faite comme ci, la passe elle doit être faite comme ça. D'accord. Donc bon, après, je fais une généralité, mais ça a été la tendance qui a été forte pendant des années chez nous. Bien sûr, il y avait des exceptions et d'autres courants aussi qui ont amené à ce que notre basket il soit diversifié et puis vraiment riche. D'autres choses? Vas-y. Parle fort. Juste pour essayer de donner quelques pistes, moi je ne sais pas si on est particulière, je crois que, à mon avis, ce qui est important, c'est de respecter sa propre personnalité et puis tenir compte de son histoire de vie. Quand je dis son histoire de vie, ça va d'histoire personnelle qu'on a pu avoir quand on était jeune, nos parents qui nous éduquaient, la façon de nous éduquer, et puis surtout, les gens qu'on a eu en mentor, en coaching. Ça a une importance essentielle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas modifier les choses, mais ça dirige quand même le coach qu'on va être. Ça se premier élément. Deuxième élément, qui à mon avis est important, c'est, je prends, et tout sur la catégorie U17, des gens qui débutent les U17, et puis des gens qui vont jouer du championnat de France pour dire U18. Je pense que ce n'est pas la même approche. D'ailleurs, je parlais du contexte européen avec des jeunes qui sont en haute compétition. Je pense que la façon dont on va se comporter avec les jeunes, je parle bien du cadre de l'entraînement, je parle de la parole, c'est particulier, ça ne va pas être la même chose. Effectivement, on va être plus dans l'accompagnement avec des gens qui vont être débutants, et l'exigence qu'on va avoir dans l'exigence, qu'est-ce qu'on y met? Ça, c'est une vraie question, je n'ai pas la réponse. Qu'est-ce qu'on met dans l'exigence? Avec des gens qu'on va avoir, avec des échéances, il va passer un quart de finale avec le coach de Slovénie. Voilà, pour avoir un petit peu d'expérience dans ce domaine-là, je vois des choses, moi, qui sont complètement surréalistes, parce que l'enjeu fait qu'à un moment donné, voilà, ça dépasse le jeu. C'est quelques éclairages que je donne comme ça, après c'est pour... Donc, je vous ai cité l'Espagne comme
point d'accroche un peu chez les jeunes. J'ai eu la chance l'année dernière de partir à San Antonio. Et donc on a... Alors c'est un autre niveau encore, mais bon, le repère c'est toujours le plus haut niveau. Hein. Et ce qui est surprenant, donc on a eu la chance de rencontrer Greg Popovich et puis Ettore Messina, donc il ne faut pas faire mieux en termes d'entraîneur et de manager. Et dans beaucoup de points, et ben, ressort ce que tu as dit, c'est-à-dire ce que tu as dit aussi, Laurent, c'est-à-dire le respect. Donc ça, c'est hyper important. La discipline, mais pas la discipline au sens la discipline militaire. C'est voilà, pour fonctionner dans un collectif, eh ben, il faut qu'on amène un cadre. Un cadre qui est partagé par tout le monde et qui va permettre d'évoluer ensemble. Et puis il y a un truc qui nous a agréablement surpris, c'est on lui a posé la question du recrutement, c'est-à-dire comment se passait le recrutement dans son équipe. Et il a amené des éléments qui nous ont un petit peu surpris. Bon, bien sûr, c'est un bon joueur de basket. Il faut avoir le sens du collectif. Donc, dans son recrutement, il ne va pas chercher à recruter le meilleur joueur possible, on va dire, en tant que athlète individuel, mais il va essayer de recruter quelqu'un qui aime jouer ensemble. Et donc, il nous a dit aussi, et c'est ça aussi ce qui nous a déstabilisé, c'est pour lui, il y a un critère qui est important, c'est avoir le sens de l'humour. Donc on lui a posé la question, il dit mais comment ça, sens de l'humour? Oui, dans une équipe, à un moment donné, dans mon interaction, je vais aller le chambrer, je vais aller le mettre au défi, et lui, à un moment donné, il doit savoir faire la part des choses par rapport à effectivement ce que je lui renvoie et le sens de l'humour qu'il peut avoir. Donc ça fait partie effectivement de ce que tu disais. Et puis à un moment dans l'entretien, il s'est arrêté et il a dit je vais vous donner un conseil. Et ça va rejoindre ce que tu disais, Asdine, c'est il faut que vous coachiez par rapport à ce que vous croyez et pas par rapport à un modèle, parce que vous avez vu qu'avec telle philosophie, on pouvait avoir des résultats. Tout ça, non. Il faut que vous soyez déjà en phase avec ce que vous êtes vraiment et que vous coachiez. Si vous croyez en la zone, c'est peut-être vous qui allez proposer quelque chose autour de la zone, parce que vous croyez vraiment que c'est quelque chose de bon pour vos joueurs, quelque chose de bon par rapport au projet de votre équipe. Et donc ça rejoint complètement ce que tu disais, déjà qui est-ce que vous êtes, quelle est votre personnalité, parce qu'on voit aussi beaucoup de gens qui en dehors sont adorables, avec qui on prend vraiment beaucoup de plaisir à discuter, on voit que c'est des gens qui sont plutôt posés, calmes, et puis quand on les voit à l'entraînement au coaché, limite on ne les reconnaît plus, parce qu'effectivement peut-être pris par l'enjeu, pris par un désir de réussir quelque chose ou de prouver quelque chose, et bien ces gens-là se transforment et ne sont plus eux-mêmes. Et je pense que quand on n'est plus soi-même, on ne donne pas le meilleur de ce que l'on a au fond. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres choses par rapport à cette thématique? Bon, je vais vous donner quelques éléments. Donc, effectivement, le body language, c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en avant, mais ça vient beaucoup des pays anglo-saxons, où effectivement, je vous parle, on est en pleine Coupe du Monde de rugby, voilà, le haka, c'est du body language. La façon dont on se comporte quand on est en compétition, qu'on se tient, qu'on rentre sur un terrain de basket ou un terrain de rugby, la façon dont on se comporte, c'est du body language. C'est-à-dire qu'on fait déjà passer un message à l'adversaire. Et plus qu'à l'adversaire, aussi à l'ensemble de l'environnement. Par rapport à ça, par exemple, les Américains, donc, parfois ça fait partie de leur culture, mais c'est très codifié. Mais on les a croisés souvent sur les entraînements. Quand ils rentrent sur le terrain d'entraînement, ils ne font pas comme
nos équipes, nos équipes françaises vont rentrer tranquillement, on pose ses affaires, on les jette, tout ça. Ils rentrent en courant, et puis dès le premier exercice, ils sont à fond, parce qu'ils savent qu'ils sont observés, et ils font déjà passer un message. Donc, et ça, c'est c'est très important. Mais l'entraîneur, dans ses attitudes, il fait passer aussi un message. Donc, il y a effectivement, dans tout ce que vous avez dit, on va retrouver certaines choses, mais la bienveillance est quelque chose d'hyper important. Alors, qu'est-ce que la bienveillance, selon vous? Qu'est-ce que c'est que la bienveillance? Cultiver le lien. Ouais, cultiver le lien, ouais, c'est ça. Alors, comment on cultive le lien quand on est un entraîneur? Des choses très simples. Alors, nous, on l'a mis en place un petit peu au Pôle Espoir, c'est-à-dire qu'on demande aux jeunes d'arriver un petit peu avant, donc ils se changent. On ne commence pas l'entraînement tout de suite. Et par contre, alors ça se passe souvent au début de semaine. Alors, comment ça s'est passé ta journée? C'était l'école, ça s'est bien passé, ok. Et ce week-end, ton match s'est bien passé dans ton club? Ouais. Tu as été un peu en difficulté, mais pourquoi tu as été en difficulté? Donc, on prête attention à ce que sont les jeunes et à ce qu'ils ont fait durant la journée ou durant le week-end, ainsi de suite. Donc, c'est valable pour les jeunes, mais c'est valable aussi pour les adultes. Et ça, c'est hyper important. Alors, comment on fait? Alors, après, ça dépend de la connaissance aussi que vous avez de vos joueurs. Bien sûr, on ne va pas rentrer, une heure, c'est trop court, mais il faut aussi prendre le temps de connaître ces joueurs. Il y a des joueurs qui sont plutôt dans l'affect, donc ils aiment bien qu'on les prenne par l'épaule en disant « Bon alors, ta journée, comment elle s'est passée ?» D'autres, on garde un petit peu de distance, d'accord, et on leur pose ces mêmes questions. Et s'installe un dialogue, et on voit qu'on leur prête attention. Donc ils se disent, tiens, ok, ils prêtent attention, c'est que en tant qu'individu, j'ai quand même une place dans le collectif, mais une place aussi dans la vie sociale de l'équipe. Et ça, c'est... en Espagne, ils sont très forts là-dessus. D'accord? Où ils serrent la main, voilà, hop, même à l'entraînement, quand il y a quelque chose qui n'est pas très bien fait, hop, une petite tape amicale. À la pause boisson, hop, on retient par le bras et ils lui disent ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Et cette bienveillance-là, parfois, nous, elle nous échappe un petit peu, parce qu'on a l'impression qu'on doit travailler avec tout le monde et que donc on se positionne parfois aussi au-dessus du groupe, sauf que non, il faut se positionner dans le groupe, à l'intérieur du groupe, d'accord, et s'intéresser aussi aux individus. Alors, c'est des choses qu'au départ, quand on s'y intéresse un petit peu, c'est pas forcément évident à faire, parce que c'est pas dans notre culture. Mais c'est quelque chose dont on voit qu'on a quand même bénéfices intéressants. Tout à l'heure, Greg, tu as parlé de l'Espagne. J'ai eu la chance de partir en Serbie, à Belgrade, et je m'attendais, moi, chez les jeunes, à une culture de dureté dans l'entraînement. Et d'avoir des entraîneurs impitoyables avec les joueurs. Bien au contraire. Bien au contraire. La dureté, elle augmente avec les catégories d'âge, mais sur les catégories U13, U15 et en dessous, ce sont de vrais pédagogues. Et ce que dit Greg, on le retrouvait à la fin des entraînements de l'Étoile Rouge et du Partizan à Belgrade, où l'entraîneur passait un bon gros quart d'heure à la sortie de l'entraînement à discuter avec ses joueurs. Mais pas sur le basket. Comment s'est passée ta journée, dans quelle matière tu es en difficulté à l'école. Et il y avait un lien qui se créait fort, du coup, entre l'entraîné, le jeune, et l'entraîneur. Et je trouve qu'effectivement, c'est quelque chose... La bienveillance, on a souvent tendance à... C'est quelque chose qui nous fait des fois un petit peu peur, parce qu'on va confondre ça avec un excès de gentillesse. Et c'est absolument pas ça. Hein. La bienveillance, c'est cette capacité à accompagner la personne. Et au-delà du joueur. Et donc, il faut être dans la bienveillance capable de dire, effectivement, je crois qu'il y a quelqu'un qui disait, il faut dire quand c'est juste, et il faut dire quand c'est faux, mais quand on dit c'est juste, il faut le dire avec la même force que quand c'est faux, quoi. On va le voir ça, je vous ai mis quelques exemples. Le problème, c'est peut-être aussi le temps qu'on a pour entraîner dans les petits clubs comme nous. On a 2 fois 1h30 par semaine, si on passe un quart d'heure à discuter déjà,
Alors, Ouais, tout à fait. ça peut être 3 fois 5 minutes, peut-être réparti dans la semaine. Il y a les moments de match aussi, où des fois à la fin du match, il y a le moment où il y a les gâteaux, la boisson, machin, qui peut être des moments où aussi, effectivement, on peut discuter avec ces joueurs. Alors, je sais pas si tu vas en parler. Moi, ce qui me... On a été aussi beaucoup dans les entretiens. Il faut faire des entretiens avec les joueurs, il faut faire des entretiens avec les joueurs, etc. etc. Et du coup, les joueurs aujourd'hui sont assez formatés à l'entretien. Ils disent, oulala, tiens, je suis convoqué à l'entretien. Et donc, ils préparent l'entretien. Et ils préparent l'entretien de façon à dire ce que vous voulez bien entendre. Tant bien même s'ils parlent. Parce que des fois, il n'y a que l'entraîneur qui parle. Et Vincent Collet, là où je le trouve très très bon, c'est que quand il est avec l'équipe de France, on le voit bien sur les documentaires intérieur sport, le temps de début d'entraînement où les joueurs sont libres pendant un quart d'heure, ils vont shooter, il est toujours en train de choper un joueur et de lui parler à ce moment-là. Et ce moment-là est moins formel. Et donc il y a un lien de confiance qui se crée à ce moment-là pour pouvoir effectivement faire passer les messages, qui est beaucoup plus pertinent, je pense, que l'entretien où tu es convoqué au bureau du chef et tu vas prendre cher. Quoi. Pour compléter ce que vient de dire Yann, donc Vincent Collet, effectivement, on voit la campagne d'avant qu'aujourd'hui, il n'est pas dans la réussite, mais ça va bien se passer, et que bon, il a confiance en ses qualités, tout ça. Donc il y a ce côté tactile qu'il n'a pas avec Boris Dio à un moment quand il lui explique que voilà, il faut qu'il prenne ses responsabilités parce que c'est pas la même personnalité. Et qu'en fait, Boris Dio, il a besoin de temps pour mettre en place les choses. Donc on le voit, et puis c'est drôle, sur l'image, on voit son regard, il part vers l'horizon, et c'est pas pour ça qu'il n'écoute pas, c'est qu'il a besoin de temps. Donc s'il s'était rapproché et puis qu'il l'avait serré, il se serait senti étouffé, et il n'aurait peut-être pas intégré complètement ce qu'il avait à dire. Et puis quand il s'adresse à Tony Parker, vous écouterez un peu, il lui demande toujours son avis. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir important dans le dispositif. Et donc, effectivement, il passe quasiment plus de temps aux entretiens, mais il connaît bien ses joueurs et il sait comment interagir avec eux. L'empathie, c'est donc la capacité à écouter. Tu voulais réagir ? Je voulais juste dire, je voulais revenir à perdre 15 minutes. Enfin, pour moi, je le fais à chaque fois à l'entraînement. Pour moi, c'est pas perdre 15 minutes. Après, chacun fait son planning d'entraînement, mais tu perds 15 minutes dans ta production basket et tu gagnes dans le comportement des... Moi, j'ai des mini-filles et je sais que je gagne dans leur comportement sur le terrain. Elles s'encouragent plus entre elles parce qu'on a cette discussion entre nous. Elles ont une meilleure tête, elles tirent moins la tronche que si on les laisse livrer à elles-mêmes, qu'on leur dit pas, enfin, on leur dit ouais, c'est bien, puis c'est tout. Moi, je sais que je prends un grand temps aussi en début de semaine ou après les matchs, le premier entraînement, ou à parler un peu du week-end, du match. Ça fait perdre 10-15 minutes grand maxi, mais je sais qu'après, les filles, voilà, elles se remettent dans l'entraînement, elles se remettent dans le basket correctement. Voilà. Nous, on fait une fois par semaine, parce qu'on fait des statistiques de tous les matchs. On leur explique, on leur fait voir, et on leur fait voir ce qu'elles ont fait bien et mal. Donc c'est une fois par semaine, mais ça dure 10 minutes. Mais après, c'est pas que parler de basket, c'est aussi parler de l'état, d'esprit. Oui, tout à fait. Donc, mais c'est bien, c'est-à-dire que vous avez intégré certains mécanismes et certaines dispositions qui sont intéressantes dans l'accompagnement de l'individu, mais du joueur. Donc l'empathie, c'est la capacité à écouter, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez aussi repérer que certains de vos joueurs ou joueuses sont en difficulté, mais ce n'est pas qu'une difficulté technique, c'est parfois aussi une difficulté personnelle. C'est-à-dire que ça peut être des problèmes à l'école, ça peut être des problèmes relationnels avec les coéquipières, ça peut être des différends avec les parents ou une situation familiale qui s'est compliquée. Donc, l'idée, c'est de comprendre et puis de savoir ce qu'il en est, de manière à ce que si le jeune joueur ou la jeune joueuse, ils ne sont pas bien, et quand vous les avez à l'entraînement, si en plus vous leur remettez une couche, on ne va pas dans l'épanouissement du joueur et dans l'accompagnement, on va plutôt, on l'accompagne vers sa descente aux enfers, et c'est sûrement pas ce que l'on veut. L'exigence, on en a parlé, effectivement, ça c'est le cadre que vous allez fixer.
mais que vous allez fixer et que vous allez expliquer à vos joueurs de manière à ce qu'ils sachent un petit peu ce que vous attendez d'eux, dans quelles circonstances et la manière dont vous voulez que l'équipe elle fonctionne et qu'eux ils fonctionnent à l'intérieur de l'équipe. La discipline, on en a parlé. L'état de veille permanente, c'est effectivement ne pas se mettre au-dessus du groupe, mais se mettre dans le groupe de manière à tout le temps être au contact et être vigilant par rapport à ce que peut être, comment fonctionne votre groupe, et puis accompagner, on en a suffisamment parlé. Donc on va avancer. Vous aurez le document de toute manière, donc sans problème. Alors il y a beaucoup de choses là, on va aller assez vite. Mais bon, c'est juste pour vous donner quelques idées. Alors, je ne suis pas un habitué des longs paragraphes, mais là, ça me paraissait important. Donc, bon, un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, l'attitude et le comportement de l'éducateur, donc de l'entraîneur, hein, parce que on va faire en sorte qu'on soit les deux à la fois. Donc, Conrad, c'est ce qu'il disait, le visage agréable et souriant, regard rassurant, attitude accueillante, gestes amicaux, tenue adaptée. Donc on fait appel au sens un petit peu que l'on a. Et ça, c'est le départ. Greg Popovich, qui rentre à l'entraînement, il a la banane. Donc après, il sait aussi durcir le trait. Mais c'est quelqu'un qui est là, qui va de joueur en joueur, qui va vers son staff. Et il est. Alors c'est drôle, je disais en plaisantant, il a un certain âge, et à chaque fois il fait sa marche pendant l'entraînement. Parce qu'en fait, il passe voir tout le monde. Donc bien sûr, il va être un peu plus exigeant avec les rookies qu'avec Duncan, mais à chaque fois, quand il repart, il a le sourire, et l'autre aussi a le sourire parce qu'il lui a dit une petite phrase un petit peu soit assassine, mais quand on le connaît, c'est quelque chose qui est amené à faire réagir le joueur. Et donc il passe à l'intérieur de son staff et de ses joueurs, mais toujours avec cette volonté de garder le lien, de créer le lien. Donc voix chaleureuse, donc intonation entraînante, voilà, pas être tout le temps dans quelque chose d'hyper dur, tout le temps dans le reproche, tout le temps dans la colère. Donc ça, c'est des choses qui vont être amenées un petit peu à rassurer le joueur et quelque part à le mettre dans une zone de confort, parce que en fait, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à le sortir de sa zone de confort en tant que joueur et dans la technique, mais à la fois, il faut qu'il le laisse dans sa zone de confort en tant qu'être humain, parce que la confiance en soi, et surtout quand on a des U15 qui sont des adolescents, et puis des U17 des adolescents attardés, et on est obligé quelque part de faire ça, c'est-à-dire que les mettre en danger, de sortir de leur zone de confort sur le plan basket, sur le plan technique et technico-tactique, mais à la fois les mettre en sécurité aussi par rapport à ce qu'ils sont. Donc voilà, après, donc avec de l'assurance, des certitudes dans la formulation de nos souhaits, donc effectivement, vous avez vu, visuel, l'audition, on va voir après le kinesthésique, donc ça c'est important. Donc les contacts amicaux, l'ancrage manuel, le geste qui est rassurant, donc ça c'est important, le soutien, l'accompagnement. On connaît ça dans le basket, la petite tape sur l'épaule, la petite tape sur les fesses, c'est un peu proscrit, mais quelque part c'est aussi ça, c'est allez vas-y, on file, on y va, d'accord? Quand c'est fait avec conviction et puis ça ne me pose aucun problème. Simplement, voilà, c'est ça, le toucher, le kinesthésique, c'est important. Alors, c'est assez drôle, j'ai trouvé ça, et pourquoi pas sentir bon? C'est vrai que c'est le dernier sens qu'on n'utilise pas au basket, mais voilà, on représente bien que... Moi, j'ai eu des remarques en entraînant des filles, alors c'est plutôt les plus âgées, aujourd'hui, t'as pas mis de parfum, tiens. Comme quoi, elles sont sensibles aussi à ça, et c'est quelque chose d'important.
Voilà, donc après il y a tout ce qui est verbal et non verbal, hein, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais voilà. Et ce qui est important, c'est le dynamisme, l'enthousiasme, il vient de vous, d'accord, et vous devez le transmettre à vos joueurs qui en ont, hein. Simplement il faut l'entretenir et puis le conserver, pas faire éteindre cette flamme qui parfois est préjudiciable après pour la suite. Alors, les mots ont un pouvoir, on va le regarder, mais ça me paraissait important, et c'est vrai que quand au travers de nos différentes expériences à l'étranger, nous on est plutôt dans le ne pas que dans vraiment l'encouragement, vas-y fonce, fais-le, tu es capable de le faire, go. Donc on est souvent dans la réprimande, et puis aussi dans notre formulation, on va le voir, on utilise parfois des petits mots qui font que, on dit c'est bien, mais c'est pas bien, quoi. Donc ça tue en fait le compliment qu'on peut avoir. Donc voilà, je vous l'ai mis, hein, on va les, ça passe, le temps passe. Voilà, quelques exemples hein, qui sont concrets. Hein. Le mot « mais » a pour effet d'annuler l'affirmation contenue dans la phrase. Donc, je vous ai mis un exemple. C'est bien ce que tu viens de faire, mais tu n'es pas assez fléchi. Donc on l'encourage, mais on lui fait comprendre que finalement, c'est pas si bien que ça. Donc par rapport à ça, on a un travail à faire. Et donc, par exemple, on peut, au lieu d'utiliser le « mais », on peut utiliser le « et », donc qui est la suite de l'encouragement. Voilà, c'est bien, et maintenant recommence ton enchaînement en passant ton ballon entre les jambes. Donc, c'est des choses que, voilà, on n'a pas été éduqué là-dedans, hein, c'est vrai, mais quand on en prend conscience et qu'on a envie, en tant qu'entraîneur, de progresser dans ce sens-là, ça peut quand même mettre une plus-value à votre équipe et aussi vous continuer à progresser. Alors je fais le malin devant vous là, mais c'était une prise de conscience très tardive. Hein. Comme l'a dit Asdine, j'ai été bercé par différents entraîneurs qui ont forcément influencé ma formation, et c'est seulement tardivement que j'ai pris conscience que parce que j'étais tout rouge au bord du terrain, que la relation avec les arbitres était devenue une raison de vivre, et c'était compliqué. À un moment donné, on prend un peu de recul et on se questionne sur ce qu'on peut faire. Greg Jim. Je trouve que c'est un peu restrictif, ta façon de voir le mais. Le mais, il est en relation avec les objectifs qu'on se donne. Si, en termes de pourcentage, par exemple, tu veux obtenir de réflexion en défense, c'est pas négatif. Ça veut dire, par exemple, tu n'es pas assez fléchi, tu as gagné, mais par rapport à l'objectif qu'on a ciblé, tu as encore ça à gagner. C'est pas forcément négatif, c'est simplement par rapport à ce que il faut définir les objectifs. Et après, le mec... Nuancé, toi, c'est plus la nuance, le mec, pourquoi? C'est doit être mis en rapport avec quelque chose qu'on a demandé. C'est-à-dire, si tu l'obtiens 100%, super, c'est pas restrictif, on a réalisé l'objectif. Ça peut être carrément négatif, c'est par rapport à ce que tu faisais avant, tu n'as pas avancé d'un point, et à ce moment-là, l'empathie c'est bien, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a quelque chose, une autre forme de travail à trouver peut-être pour nous, et puis eux peut-être un degré d'investissement aller plus loin, mais le mec après il te sert juste à mettre un curseur par rapport à ce que tu demandes. Ouais, moi je le perçois comme ça. Je comprends bien. On va le voir par la suite, hein, mais aussi dans les interventions, c'est aussi fait pour appuyer, pour vous faire réagir. J'ai réussi. Donc c'est bien. Donc je comprends, hein, je comprends. L'idée, oui, je comprends très bien l'idée. Et c'est vrai que souvent on a tendance, effectivement, c'est le sens de cette l'utilisation du mais, c'est on complimente, mais ce que je voulais dire, c'est que parfois, tout de suite, on veut reprendre le contrôle en disant oui, mais attention. Mais effectivement, ça sert aussi à nuancer par rapport à l'objectif qui est donné. Olivier, c'est ça? Non, Loïc. Loïc. T'as pas parlé de l'endroit du terrain
Parce que moi, je trouve qu'en attaque, on a besoin, moi je suis comme ça, je donne confiance, j'encourage même une action loupée à 1 contre 0, je l'encourage parce qu'un joueur, et c'est encore pire des filles, il faut leur donner confiance. Mais défensivement, un gamin, même s'il a confiance, s'il n'a pas envie de défendre, tu ne peux pas valoriser un comportement. Après, la question que je me pose, c'est si tu valorises un bon comportement, est-ce que tu vas faire monter les 4 autres ou pas? Parce que les 4 autres qui sont sur le terrain, ils ne voient pas comment on défend le collègue, celui qu'on encourage. Et donc là, eux, souvent, moi, je les fracasse. Je suis vraiment négatif, je ne peux pas avoir une attitude positive. Qu'est-ce que tu recherches au travers de ça? Une réaction? Non, celui que j'encourage veut que les 4 prennent exemple. Et comme ils sont sur le terrain, ils ne peuvent pas voir que le gars il fait vraiment des efforts plus pour récupérer ce ballon, pour couper une de passe, pour défendre correctement. Les autres sont plus apathiques. Voilà. Bon, on n'a pas le temps, mais c'est vrai que la réaction, quand on cherche la réaction de quelque chose, donc quand on les met en danger parce que, comme tu disais, je les fracasse, bon, je vais faire mon station de base, mais on utilise le cerveau reptilien, c'est-à-dire la capacité à réagir. C'est-à-dire qu'effectivement, on utilise ça. Sauf que ce qui est important, c'est aussi à utiliser le cerveau qui permet de réfléchir et de comprendre pourquoi on fait les choses. D'accord ? Donc effectivement, il faut aller vers les deux penchants. Mes collègues se foutent souvent de moi parce que ils appellent ça la colère froide, parce que j'essaie d'être plutôt calme, ce que je vous explique, de mettre en application par rapport à ce que je suis. Et c'est vrai que lorsque des fois j'interviens, et j'interviens plutôt violemment, bon ben, les filles, puisque j'entraîne plutôt les filles, waouh, il se passe quelque chose là. Tiens, quand Greg il se met comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, j'interviens sur un mode, j'interpelle un petit peu leur conscience en se disant là il se passe quelque chose de pas normal, c'est peut-être quelque chose qui ne va pas, on va se remettre. Et bon, tu vois, après, est-ce qu'on intervient toujours comme ça ou on est capable de varier les modes d'intervention? Voilà, après, le mot tentative, essai, bon, c'est pareil, hein, on joue sur la sémantique, mais c'est des choses qui sont... L'idée, c'est que je vous interpelle sur cette intervention et puis que peut-être que vous ayez une réflexion sur la façon dont vous intervenez avec vos équipes. Bon, quelques exemples. Je vais d'abord commencer par une petite anecdote. Quand j'ai habité sur Paris, je m'occupais de mon neveu, je l'emmenais au parc. Et puis un jour, il y a des gamins qui montaient sur un toboggan et puis il y en a un qui se casse la figure. Et la mère, elle déboule en hurlant « Je t'avais dit de ne pas monter là-dessus ». Elle la prend, elle le tape sur les fesses « Allez, vas-y, tu remontes plus, je t'interdis tout ça ». Et puis il y avait une autre dame qui était d'origine étrangère, hein, je pense soit anglaise, soit américaine. Son gamin s'est cassé exactement la gueule au même endroit. Et ben, elle a eu un tout autre comportement et ça m'a interpellé. C'est-à-dire qu'au lieu de lui dire « Mais je t'avais dit de ne pas monter, machin, c'est interdit », elle l'a remis sur l'échelle et puis elle lui a expliqué comment ne plus se casser la figure. Et le gamin, toute l'après-midi, il s'est fait plaisir au autobus. Donc, pour vous dire qu'on peut avoir une réaction complètement différente et qui influence sur la confiance aussi du jeune. Donc voilà, quelques exemples hein, que j'ai essayé de mettre. Hein. Ce n'est pas si mal, ou c'est pas trop mal. Et souvent, on présente avec ça, mais c'est déjà pas si mal, il y a mal. Donc déjà, on est un peu faux. Quoi. Donc voilà, non, il faut dire c'est bien. C'est pas trop mal, ouais, c'est pas trop mal. Essaye encore, recommence, tu y es presque. Fléchis-toi en défense, garde la bonne attitude défensive. Et c'est vrai que parfois c'est difficile, hein, parce qu'on est plutôt dans le système du reproche. Mais des fois, effectivement, de renvoyer plutôt des choses positives, c'est intéressant. Greg. C'est quoi cette passe? Applique-toi, tu es capable de bien faire cette passe, d'accord? Ça veut dire la même chose, hein, sauf que le négatif vient à un moment donné en tirer le gamin qui sait qu'il a fait une mauvaise passe.
On était à l'Eurocolloque avec Greg à Lille là, pendant le championnat d'Europe. Et il y a eu une intervention d'un coach espagnol qui coach au Brésil. Donc un petit bonhomme qui arrive, un peu rondouillard, avec le sourire. Et donc c'était une attaque de zone. Et il met en place le truc et tout le long, il a dit c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et il n'arrêtait pas. Mais à la fin, le truc qui donnait un côté un peu humoristique à la situation, mais à la fin, le truc qui tournait vraiment. Et on avait des joueurs qui étaient rigoureux, qui étaient intenses, qui appliquaient les consignes. Et j'ai pas arrêté de me dire pendant la séance que ce bien, qu'il a fait que répéter, a contribué à ça. Enfin, j'ai eu cette sensation-là, quoi. Et je pense qu'effectivement, alors c'est dur hein, chez nous. Hein. Là, on a eu un stage de U15. Et on a un assistant sur la U15 qui met en place un travail d'aller-retour. Et les gamins devaient marquer un certain nombre de paniers consécutifs. Et ils n'y arrivent pas. Et moi, de mon côté, je me dis à un moment, peut-être que la barre, elle est trop haute. Ils n'y arrivent pas, on revient à 0. Alors, il y avait très peu de messages négatifs. Ça veut dire qu'il n'y avait pas 0, c'est pas bien, machin. Non, non, on continue. 1, 2, 3. Ils ont loupé parce qu'il y a eu marché. Parce que 1, 2, 3. Puis on voit qu'à un moment, les gamins commencent à être un petit peu rouges, suffoquent. Il arrête, il les a fait boire, il les a fait revenir. On va y arriver, on va y arriver. Et les gamins sont repartis 5 minutes, ils y sont arrivés. Alors que moi, de l'extérieur, à un moment, je me suis dit, mais ils vont jamais y arriver. Le truc était trop haut. Et puis, est-ce que les gamins sont suffisamment concentrés? C'est pas bien. J'étais en train de me dire ça. Bah, sur le coup, la preuve que non. Moi, j'ai une petite réaction, ça m'interpelle un peu. C'est bien, c'est le but. Ah ouais, bah, beaucoup même. Hein. Avec du recul, regarde, tu as une colonne de gauche et une colonne de droite. Maintenant, tu te vois coacher dans un jeu qui est de plus en plus rapide hein, de nos jours, puisque nos amis de la FIBA, bientôt, va falloir attaquer en 7 secondes. Tu te vois coacher, dire allez, applique-toi, tu es capable de faire cette passe. Non, mais il y a eu 3 allers-retours. Hein, non, mais... Le coach, quand il intervient, qui dit fléchis-toi en défense, c'est quoi? Il veut faire un one-shot? Bing, tac, parce que là, s'il met 14 mots, là, le joueur, il a déjà oublié 10 fois. C'était des exemples, c'est vrai que... mais généralement, il faut faire coller tout aussi. Par rapport à ça, c'est aussi, aussi tes interventions sur les temps morts. C'est aussi tes interventions sur les temps morts, mais pas que les temps morts institutionnels, mais c'est sur un moment, un lancer franc, tout ça où tu... L'exemple en Espagne, quand on a posé la question, pourquoi ils encourageaient tout le temps les gamins, c'est clair, un gamin qui fait de mauvaises passes, vous croyez qu'il ne sait pas qu'il a fait de mauvaises passes? Pas tous. Sinon, ils ne sont pas ados. Oui. Eh ouais. Et la plupart alors, et c'est encore plus vrai chez les filles, je pense, hein, c'est que quand quelqu'un fait une mauvaise passe, il voit le rendu, c'est qu'il y a une perte de balle, voire même une perte de balle qui a amené un tir, donc il sait qu'il a fait une mauvaise passe. Et que nous, souvent dans nos interventions, on souligne, on renforce le côté négatif, et le gamin, il dit putain, j'ai déjà fait une mauvaise passe, je vais peut-être sortir. Et là, in derrière, allez, soit on le sort, soit on lui en remet une bouche, allez, c'est pas bien ce que tu as fait, t'as vu la passe, arrêtez de perdre des ballons, vous me faites chier, et tout ça. J'invente rien. Je dis, vous avez tous croisé des gens comme ça, ou vous avez parfois été amenés à faire ça. Conrad. Rapidement. Dès le départ, le sujet, pour moi, perso, on n'est que dans de la com. Et là, en l'occurrence, on n'est que sur des phrases. Le problème, il se pose avec certains entraîneurs. Moi, j'ai de la chance, j'ai encore la possibilité de beaucoup courir. Je parle, je démontre. Tu démontres. Parce qu'à un moment, tu vas dire au gamin, tu peux faire mieux. Ta passe peut être meilleure. Tu ne montres pas comment faire une bonne vraie passe, il n'y arrivera pas. Je voulais le préciser parce que c'est vrai qu'il a raison. Mais à un moment, il faut aussi passer par la com non-verbale. Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, un verbal, non-verbal. C'est pour ça que vous avez été... Alors, ça a un peu changé. C'est pour ça que dans les formations d'entraîneurs, il y avait la démonstration commentée. C'était aussi montrer votre implication et votre maîtrise technique qui peut servir de repère et de canal de communication avec vos joueurs. C'est-à-dire ceux qui sont auditifs, qui comprennent ce qui se passe, et ceux qui sont plus
de non-verbal qui voient effectivement et qui s'identifient. Mais j'entendais par là, sans manquer de respect à mes confrères, il y a des entraîneurs qui ne savent pas démontrer. Ou qui ont un bobo là, un bobo à la jambe. Mais est-ce qu'ils savent faire un démontrer? joueur? Non, mais c'est important. Pardon? Ils peuvent aussi faire démontrer. Faire démontrer par un... Et je pense que ça joue énormément. L'implication, c'est-à-dire que l'entraîneur qui reste à l'extérieur du terrain de basket, pour moi, c'est un signe de quelqu'un qui n'est pas impliqué. Quelqu'un qui est dans le terrain, qui prend le ballon, qui explique, qui met du sens, qui va effectivement faire une passe pour montrer que dans cette situation, la passe, il ne fallait pas la faire là, mais plutôt là, et le type de passe est plutôt celle-ci que celle-là, parce qu'elle n'est pas très appropriée, voilà, c'est évident. On va avancer parce qu'on a déjà débordé, je pense. Bon voilà, mais non, c'était un exemple pour vous faire prendre conscience que des fois, effectivement, on dit des choses, mais même nous, on a eu un séminaire, et dans la façon dont on fonctionne sur les directives techniques nationales, on nous a dit c'est pas si mal. Ce qu'on fait, c'est pas si mal. Bon, ben, vous voyez quelque chose de positif ou négatif? Il y a un peu des deux, mais il y a aussi du négatif dedans. C'est pas si mal, on se contente de ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la notion de progrès, on est dans la notion de stabilisation des acquis. Mais c'est pas si mal, c'est voilà, les résultats parlent un peu pour nous, mais on a arrêté de penser qu'on pouvait être un peu ambitieux et de continuer notre progression. Bon voilà, des suggestions que tu peux le faire, vas-y, tu vas le faire, tu vois, tu as réussi, ainsi de suite. Donc ça, c'est des petites phrases qui ne coûtent rien, mais qui peuvent aussi agrémenter votre façon de voir les choses. Le rôle incitateur de l'entraîneur, c'est-à-dire, tiens, pourquoi tu l'as raté la passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, pourquoi est-ce que tu l'as vu, la personne qui était démarquée à gauche? Ah non, tu l'as pas vu. Ben, pourquoi tu l'as pas vu? Donc, que ce ne soit pas vous qui donnez immédiatement la réponse, mais que vous soyez en capacité aussi de les questionner. Je trouve que c'est aussi un mode intéressant. Au lieu de tout de suite rentrer dedans et dire, ben, tiens, il y avait une personne devant, tu l'as vu? Non, tu l'as pas vu. Pourquoi? Ah ben, je n'ai pas regardé. Ok. Donc, vous voyez que le jeune, il sait quand même des choses. Voilà. Comment tu aurais pu jouer la situation différemment? Bon, après, c'est pas un colloque qu'on fait, hein, mais c'est juste des petites choses qui vous permettent de les questionner et puis de voir s'ils ont mis du sens. Souvent, moi, je dis, ben voilà, tu te rappelles l'exercice qu'on a fait juste avant? C'était quoi l'objectif? Ok, c'était de mettre la balle à l'intérieur. On a vu comment on pouvait rentrer en relation avec le joueur intérieur. Ok. Pourquoi dans cette situation-là que tu viens de jouer, tu n'as même pas regardé le joueur intérieur? Ah ben j'ai vu que le défenseur, il commençait à passer devant et tout ça, je ne me suis pas senti de la faire. Ok. Donc voilà, c'est des questionnements qui vous permettent aussi d'appréhender, de comprendre ce que le jeune a intégré ou ne l'a pas intégré. Bon, ça vous le direz, hein, mais il y avait une chose que je voulais rajouter par rapport à ça, faire considérer la difficulté comme un défi et non comme une menace. Donc ça c'est important. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en difficulté, ben, allez, j'en suis sûr que tu peux y arriver. Techniquement, tu es capable de le faire. Simplement, il faut que tu joues plus vite, ainsi de suite. Bon, ben, c'est des choses qui sont, comme tu l'as dit, qui t'interpellent. Donc le but du jeu, c'est dans une formation, c'est d'interpeller les gens, qu'il y ait une réflexion derrière. L'acceptation des responsabilités, c'est important. Et aussi accepter ce que vous renvoient les jeunes. C'est-à-dire qu'on a parlé du dialogue, de la communication avec les jeunes. Alors, c'est encore plus vrai avec les adultes, mais quand un joueur vient vous voir en vous disant sur cette situation, je ne sens pas le truc, parce que, bon, bah, c'est pas lui dire, mais non, mais parce que tu joues pas très bien, et puis il s'est pas bien démarqué, donc on n'a pas pu jouer avec lui, et ainsi de suite. C'est de comprendre aussi pourquoi il y a ces difficultés, et peut-être que la forme de jeu
ils sont mal appropriés ou ils ne la jouent pas forcément très très bien, et comprendre ce que l'on peut amener comme remédiation pour aider à ce que votre équipe joue. J'avais prévu un temps de questions, mais on a 5 minutes, Yann. On a 5 minutes. On a 5 minutes. Donc, si vous avez des réactions, des questions, je suis à votre écoute, sachant que le document, vous l'aurez. Après, il vaut ce qu'il vaut, mais au moins, il fixe un petit peu l'intervention. Oui. Une autre question. Quand tu parlais des jeunes espagnols, l'entraîneur qui a encouragé, qui laissait faire le gamin se découvrir. C'est un point positif, ça augmente le QI basket, mais par contre... La confiance. La confiance et le QI basket du gamin, parce qu'il va essayer d'autres choses. Et par contre, tu tombes sur des gamins qui jouent que sur le point fort, qui vont essayer de se mettre dans leur situation de point fort. C'est dur de les laisser faire, de faire que le point fort et pas le point faible. Moi, je sais ce qu'il va répondre. Je pense que là, l'expertise de l'entraîneur, c'est de renvoyer des situations pédagogiques qui vont l'obliger à aller chercher les choses qu'il ne sait pas Mais faire. quand tu as un joueur vraiment au-dessus du lot, tu le mets... Mais lui, des contraintes à l'entraînement sur les exercices qui vont l'obliger effectivement à dribbler par exemple main gauche, alors qu'il est effectivement expert sur la main droite. Je pense que c'est difficile, hein, attention, oui, c'est pas simple, hein, mais je pense que c'est notre niveau d'expertise qui doit nous amener à ça. Et après, derrière, le positif, Oui, après, c'est quelque chose qui est important, mais alors, je ne sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais pour 3 feedbacks positifs, il faut un feedback négatif. Donc le négatif, il a encore sa place, sauf que le positif est plus puissant. Voilà, mais il faut aussi l'utiliser. Et c'est Fabrice Brochard, le CTS qu'on avait, le coordonnateur des CTS qu'on avait à la DR, avant qu'il parte à la retraite, il nous avait fait une intervention ici sur l'équipe technique de Ligue. Et des fois, qui se confrontait des fois, parce que donc il avait une grosse carrière dans le ski et dans le rugby en tant que technicien, et des fois il se confrontait à des joueurs avec lesquels effectivement il n'arrivait pas à faire avancer. Il utilisait 3 méthodes. La première méthode, c'était poubelle, on n'en parle pas. Voilà. Deuxième méthode, c'était de prendre un temps, comme Greg le disait, sur les temps morts, peut-être à la fin de l'entraînement, pour le questionner, pour qu'il puisse verbaliser. L'idée de la verbalisation, c'est de s'assurer que la personne a bien compris, parce que des fois, nous, on s'entête dans notre message, mais on n'a pas compris que l'athlète, il n'avait rien pipé de ce qu'on disait. Et la troisième méthode, et qu'aujourd'hui on peut facilement mettre en œuvre, grâce au téléphone portable, c'est la vidéo. Tu filmes, tu dis, regarde. Est-ce que tu es amené parfois à jouer un rôle? Bien sûr, moi je pense que c'est... C'est-à-dire que si je te vois, je ne reconnaîtrais pas Gilles Caron, quoi. Si tu me connais en tant qu'être humain, tu sais que je suis à un moment donné, et les gens qui me connaissent bien, il y a des fois je suis en colère, je ne suis pas en colère. Je suis en colère pour mes joueurs. Mes proches ou les gens qui ont travaillé plus longtemps avec moi, ils savent que ce moment-là, c'est du bidon, quoi. C'est du bidon, c'est parce que là, bon, je vais envoyer un peu d'adrénaline. C'est un jeu de scène, oui. Ouais, c'est ça, tout à fait. Je pense que ça fait partie de notre boulot, c'est aussi des gens de théâtre. Je voudrais juste revenir sur ce qu'il disait sur... Allez, dernière intervention. Quand on parlait des points forts et des points faibles, on disait que quand quelqu'un avait un point fort, on en incitait toujours à aller travailler sur son point faible. Non, on laissait faire. On le laissait faire, ouais. C'est pareil, c'est peut-être mon côté stable, ce qui va un peu ressortir, mais pourquoi pas insister sur le point fort? À la limite, le mec il est bon, autant développer à fond ça pour qu'il joue à fond là-dessus. On prend un biais, enfin le nombre de droitiers qui restent tout le temps sur la main droite tout le temps, et ils arrivent à mettre 25 points par match. Nasdine? Parle fort, parle fort. Plus fort. On va revenir très rapidement sur ce que vient de dire Gilles, et puis après, je veux répondre à cette question parce que ça m'intéresse. Je ne sais pas si vous avez vu quelques-uns, il y a une vidéo qui a circulé sur les Jeux africains. Il y a un entraîneur, du Sénégal, et ça a fait le tour du truc en disant il a frappé. Moi j'étais tout près, je pouvais voir un peu ce qui se passait. En fait, en réalité, à un moment donné, il a fait passer un message fort. Il a choisi une joueuse qui ne le regardait pas à ce moment-là, elle était en train de boire, et il a tapé sur la bouteille. Et on a dit il a mis une gifle, et ça a fait le tour du monde. Il a mis une gifle. Et vous savez pourquoi il a choisi cette joueuse? Parce qu'elle était d'origine malienne. D'accord? Il était en train de jouer le Mali. Voilà, donc c'est pour vous dire que des fois, dans les extrêmes des choses qui peuvent se passer, on a fait toute une histoire en disant il a frappé une joueuse, ce qui était faux déjà. Et deux, il a joué un vrai rôle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a choisi volontairement la joueuse, il savait pourquoi il la choisissait, parce qu'elle était malienne et sénégalaise, et il s'en est pris à elle. Et après, il n'y a pas eu de souci, parce que
véritablement, et dans nos usages qu'on a, nous, là, si on n'arrive pas, et je pense que c'est notre job, de dire effectivement, on renforce les points forts, là, je suis tout à fait d'accord. Par exemple, comme en compétition, bien sûr, on joue sur ta main droite parce que si tu as besoin de 15 dribbles, fais 15 dribbles. Maintenant, si tu peux faire 2 dribbles, et quand c'est ouvert côté gauche, tu peux partir côté gauche et mettre de façon très facile ton lieu côté gauche, c'est ça notre travail. Et malheureusement, des fois, je pense qu'on oublie que les deux côtés, on oublie que voilà, on dit on va renforcer effectivement tous les points forts et on va un joueur qui pourrait évoluer à un autre niveau, à une autre dimension, et ben, il va rester sur un niveau intermédiaire parce que on n'a pas joué sur le rythme, on n'a pas joué sur le nombre de dribbles, on n'a pas joué sur la polyvalence du côté fort et du côté fort. Parce que C'était le mot de la fin, Zine. Non, parce qu'on pourrait rester un moment, c'est vrai. En tout cas, comme tu l'as dit, j'espère que je vous ai interpellé un petit peu. C'est le but, hein. J'étais un peu inquiet au départ, parce que je vous ai senti un peu encore en phase de réveil. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, je puisse un moment comment dire, pas vous choquer, mais en tout cas vous interpeller sur le fait de réfléchir aussi à ça. C'est-à-dire que il y a des fois vous avez tous différents types de diplômes et tout ça, et que c'est bien aussi de réfléchir à sa posture d'entraînement, à qui on est et comment on veut accompagner ces joueurs. Parce que, pour conclure, hein, on peut fonctionner comme ça, mais ça va être aussi en fonction de l'équipe que vous avez. Ça va entraîner des filles, des garçons. Effectivement, il faut être un peu caméléon et être capable de s'adapter aussi au public que l'on a. En tout cas, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.